coup, ma première question, très très simple, c'est tu te présentes, ce que tu fais brièvement, ton petit parcours, enfin petit, grand Mmh. parcours en tant que Ouais, prépa physique, les clubs que tu as fait, et cetera. OK, ça va être long. Donc j'ai 42 ans déjà, donc il faut donner l'âge. Et donc actuellement, je suis préparateur physique donc de LDLC Asvel, également de l'équipe de France depuis 2021 et donc à l'Asvel depuis ça c'est ma 10e saison, maintenant. Mon parcours, donc il a commencé à Dijon, donc j'ai intégré l'université de Dijon, en faculté, des sciences du sport là-bas. J'ai fait tout un cursus, avec la voie entraînement et management sportif de la fac de Dijon, donc qui m'a amené jusqu'au master 2. Entre-temps, dans ce début de cursus, je m'intéressais déjà beaucoup à la préparation physique par rapport à des rencontres antérieures dans ma vie, quand j'étais jeune, sportif. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Gilles Cometti, Mmh. qui évidemment, m'a, intéressé au plus haut point parce qu'il avait à l'époque une réputation de quelqu'un de très novateur et de très connu dans le monde de la préparation physique. Donc je me suis rapproché de lui, on a commencé un petit peu à travailler ensemble sous forme de, on va appeler ça des stages, des mises en situation, dès la fin de ma 2e année STAPS. Mmh. Et donc du coup, en parallèle du suivi de mes études, j'ai intégré son centre, qui est le centre d'expertise de la performance, à Dijon, et j'ai commencé à multiplier mes expériences, au sein du centre. Donc d'abord bénévolement, ensuite avec un tout petit peu d'argent, après à mi-temps et après à temps plein. Donc ça s'est construit, très lentement, très progressivement. En termes de formation en parallèle de tout ça, j'ai souhaité rajouter un diplôme universitaire de préparation physique que j'ai fait à Dijon, par facilité, parce Mmh. qu'évidemment j'étais sur place et c'est vrai qu'il aurait été potentiellement intéressant d'aller faire un DU dans une autre université pour avoir une autre vision, Ouais. mais à l'époque, c'était un peu compliqué de le faire. J'ai rajouté une formation, privée sur l'analyse vidéo, parce qu'à un moment donné, j'avais envie de faire de l'analyse vidéo, donc j'ai fait une formation privée, c'était Perfinsport à l'époque, dans le nord de la France, à Lille, et j'ai fait mon stage au club de foot de Dijon, Mmh. où l'entraîneur des pros, Olivier Dalloglio à l'époque me donnait des sujets d'analyse vidéo sur le foot, et cetera, que je devais présenter au centre de formation. Et comme je suis footeux de base et que j'ai toujours pensé que je travaillerais dans le foot, j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur de foot. Donc il y en a plusieurs, hein. À l'époque, il y avait initiateur 1, initiateur 2, initiateur 3, animateur senior, il y avait brevet d'état premier degré. Donc j'ai mon brevet d'état qui m'a permis d'entraîner donc, dans un centre de formation en tant qu'entraîneur de foot, Mmh. aussi en parallèle de tout ça. Voilà. J'ai donc à travers toutes ces expériences, pu entraîner différents sports. Donc, tout le temps à haut niveau, c'est-à-dire qu'à haut niveau, c'est au niveau, le plus bas niveau, c'est niveau, national, par exemple pour le VTT. Donc j'ai fait du VTT, du patinage de vitesse sur, piste courte, donc, glace, préparer des jeux olympiques, du tennis, du handball, du foot, évidemment, du basket aussi. J'ai pu collaborer avec l'équipe de France junior de volley. Je vais en oublier des trucs, le pôle espoir de rugby, je vais certainement oublier des choses, mais quasiment tous les sports, c'était, l'intérêt et vraiment la chose intéressante d'être dans cette structure universitaire de haut niveau, où la préparation physique vient en masse Mmh. et en gros, tu peux toucher au haut niveau et tous les sports, et c'est ça qui a fait, je pense, en tout cas les 1res pierres du préparateur physique que je suis aujourd'hui. OK, ouais, belle carrière qui n'est pas finie. Non, qui n'est pas fini. Et donc là, tu bosses où actuellement? Ce que tu fais actuellement là maintenant? À l'Asvel. À l'Asvel Basket, donc avec l'équipe, professionnelle, donc engagée en championnat de France et en Euroleague, et en contrat aussi avec l'équipe de France. Donc là, il y avait le cheminement, championnat d'Europe, coupe du monde et jeux olympiques, Mmh. et on verra, la suite s'il y en a une après. OK. Et je me rends compte que quand je parle avec les gens et que je dis par exemple que je suis préparateur physique, il y en a, ils me demandent, «Ah ouais, donc tu es coach de basket?» parce que peu de gens, savent qu'est-ce qu'un préparateur Ouais. physique.
tu définirais comment un préparateur physique? Ben, je pense même que la plupart des préparateurs physiques, je veux dire peut-être un sur deux, ne savent pas ce que c'est un préparateur physique en fait. Parce que en fait, tu ne le sais que quand tu t'ouvres à, à ce poste-là dans d'autres disciplines, dans d'autres niveaux et dans d'autres façons de faire. Pour moi, déjà, la chose la plus importante, mais ça reste un point de vue très personnel, le préparateur physique, pour moi, c'est un entraîneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui entraîne au même titre, qu'un entraîneur de foot, un entraîneur de basket, et cetera. Quand je parle de ça, ça veut dire qu'il a aussi une qualité de, donc il y a évidemment la réflexion, la mise en place des entraînements, mais une réflexion pédagogique sur, l'organisation des entraînements et l'utilisation de matériel, tu vois? Mmh. Moi, j'ai souvenir d'un stagiaire que j'ai accueilli à l'Asvel d'ailleurs il y a très longtemps. Sa première séance qu'il fait avec les jeunes, donc je suis là, je supervise, son arrivée, sa première séance, bah, je me rends compte, par exemple, qu'il ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'aménagement du milieu en pédagogie, prof de sport. Mmh. Hem, C'est-à-dire qu'il met en place des situations avec des plots et cetera, mais en fait que les plots sont déjà, il y a pas de code couleur, sont des mises en place qui sont potentiellement dangereuses, c'est-à-dire qu'il a privilégié, par exemple, je te dis n'importe quoi, des petites coupelles au sol qui peuvent Ouais, glisser sur un appui plutôt que des plots coniques qui se voient plus pour les joueurs, enfin plein de détails comme ça. Et tout ça pour en fait que voilà, on est entraîneur, donc on a cette on a cette, on doit avoir cette qualité pédagogique d'aménagement du milieu, d'organisation des exercices, il faut que ça coule. Si tu as 45 minutes de séance, il faut être capable d'organiser une séance qui dure 45 minutes, ouais. pas 50, pas 1 heure. Donc ça, c'est des qualités d'entraîneur. L'entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui anime, donc il faut aussi être capable d'animer, donc de parler à des joueurs, Mmh. de parler à un groupe, de s'adresser à des gens. Donc comment on s'adresse à un groupe? Bah, tu vois, ça, il y en a qui ne le maîtrisent pas forcément. Je sais que, nous, le fait d'avoir fait la fac de sport, on l'a fait. On avait fait ce qu'on appelait une autoscopie à l'époque, c'est-à-dire qu'on a été filmé en train d'entraîner. Mmh mh. Donc moi, à l'époque, j'entraînais, au foot, donc c'était ma première année à la fac, donc j'avais 18 ans. J'entraînais des joueurs de foot, à Auxerre de temps en temps. Et ils m'ont filmé en situation et tu te rends compte que tu maîtrises pas, en fait, les basiques de comment t'adresser à un groupe. C'est-à-dire que tu vas parler à quelqu'un, ton groupe est là, mais tu vas oublier que tu as un joueur qui est ici à ta droite, que tu t'adresses pas à lui, que tu as un autre qui est à gauche. Tu vas des fois tourner le dos à certains et expliquer à certains, donc ceux qui sont là sont pas Mmh. concernés. Ton élocution est pas forcément bonne par rapport à ce Ouais. que tu veux dire. Bon, il y a plein de détails comme ça, mais du coup, pour moi, voilà, le préparateur physique, c'est un entraîneur, donc il doit maîtriser toutes ces choses-là il, bah, il est dans son quotidien avec des joueurs et il doit avoir de la mise en place. Ensuite, c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne connaissance, sur un aspect théorique. Parce que forcément, on va parler physiologie, on va parler d'adaptation musculaire, neuromusculaire, on va parler fatigue, Mmh. on va parler nouvelles technologies, on va parler cognitif. Donc ce qui veut dire que tu vas blessure, on va parler de beaucoup de domaines. Donc si tu as pas les connaissances théoriques pour connaître tous ces champs d'intervention-là, bah, pour moi, tu es limité en tant que Ouais. préparateur physique. Ça, c'est aussi très, très important. Et le préparateur physique, c'est aussi quelqu'un qui, pour moi, a une méthodologie. Et la méthodologie, c'est avoir une réflexion de pensée, de construction des choses, en lien avec ta théorie, que tu connais, que tu maîtrises, et un contexte. Aujourd'hui, je suis préparateur physique à l'ASVEL avec une méthodologie, une façon de faire, avec mes connaissances théoriques. Si demain, je signe, on va prendre, un autre exemple, on va pas donner de nom pour pas avoir de problème, dans un autre club qui ne joue pas la coupe d'Europe, par exemple en France, avec un match par semaine et donc d'autres objectifs et des semaines types et des choses un peu différentes, je serai les mêmes, connaissances théoriques, tu es d'accord? Mmh. Mais mon contenu, ma préparation physique sera différente, Parce que le parce que contexte est le différent. contexte est différent. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et après le préparateur physique, bah, il a plusieurs métiers qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la multiplication des postes. Tu as celui qui va être spécialisé dans la réathlétisation. Ça reste un préparateur physique, Mmh. même si on l'appelle réathlétisateur. Ça, c'est un préparateur physique qui remet sur le terrain, mais c'est un autre métier. Tu as celui qui va être spécialisé dans les datas, donc l'analyse, GPS, suivi d'état de forme, etc. Mais c'est un préparateur physique qui va avoir des réflexions différentes, mais qui va s'organiser sur un autre pôle. Heu, un préparateur physique aussi, il peut très bien, être énormément sur l'aspect,
physio-énergétiques. Si tu vas travailler, je dis n'importe quoi, sur le biathlon ou des choses comme ça, bah, tu vas travailler sur des dominantes que moi je touche par exemple beaucoup moins dans le basket, Ouais. mais tu restes un préparateur physique, mais tu fais un métier différent parce que tu vas faire d'autres types de travail. Mmh. Et je pense que le préparateur physique du biathlon, il doit être capable, en l'espace de 15 jours, s'il vient prendre ma place, de s'adapter et devenir préparateur physique de basket, au même titre que moi, je dois être capable, en 15 jours, de m'adapter et devenir préparateur physique efficace en biathlon, parce que tu as un contenu théorique, mais tu t'adaptes au contexte, Ouais. tu vois? Donc tu vois, le métier, il est quand même pour moi extrêmement large, Mmh. mais pour moi, la trame, c'est que tu es un entraîneur, tu as des fortes connaissances théoriques, mais surtout, tu as une capacité de t'adapter à ton contexte. Et de te renseigner aussi sur ce qui sort de nouveau, parce que beaucoup de choses peuvent évoluer en très peu de temps. Alors complètement. Alors là, c'est une autre question, c'est qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? Ouais. Et là, le bon préparateur physique, c'est tout ce qu'on a dit là, c'est que tu maîtrises à peu près tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui a une faculté humaine, assez fine, c'est-à-dire qui est capable de bien communiquer, qui est capable d'avoir des engagements collectifs avec des joueurs, parce qu'il faut amener le joueur avec soi, c'est pas Mmh. une dictature. Être capable de s'adapter à un coach, c'est pas tout le temps évident, de s'adapter à un staff médical, de s'adapter à des assistants, enfin avoir une panoplie humaine qui te permet d'être, dans un collectif. Ce qui est pas tout le temps évident parce que des fois tu dois renier un petit peu qui tu es, ou tu dois aussi, faire des choses que tu penses pas forcément bonnes, mais tu Ouais. dois t'adapter à ce genre de Mmh. choses. Et effectivement, comme tu l'as dit, un bon préparateur physique, c'est quelqu'un qui a ça, mais qui à mon sens va être en formation continue du premier jour de sa carrière jusqu'au dernier. Et pour moi, quelqu'un qui ne fait pas ça, il peut pas être un bon préparateur Ouais. physique. Et la formation continue, c'est 2 choses, ça peut être faire des formations, ça peut être des lectures, ça peut être de la curiosité, ça peut être des rencontres, ça peut être des échanges, mais c'est surtout de l'ouverture d'esprit, être capable d'écouter quelqu'un d'autre, de voir autre chose, de remettre potentiellement en question ses façons de faire, ses savoirs, et d'évoluer. Et aujourd'hui, moi je sais que je suis plus du tout le même que je ne l'étais il y Mmh. a quand j'ai commencé, donc on en parlait tout à l'heure en off, ça fait 22 saisons que je fais. Je suis plus du tout le même que lors de mes 3 premières saisons et pourtant mes Ouais. 3 premières saisons, j'étais déjà dans le très haut niveau et j'ai même eu des résultats et des satisfactions à ce niveau-là. Mais je sais que j'ai fait des conneries, que j'estime être des bêtises maintenant Ouais, et je ferai différemment. ouais. Bah, tout le temps, apprendre des expériences et s'améliorer Mmh. dans son métier. Et je sais que tu mets en place, tout ce qui est routine pré-entraînement, même Mmh. parfois post-entraînement. J'aimerais savoir, dans quel but tu les fais et un petit peu comment tu les construis et aussi, à quelle fréquence tu les changes, si tu les changes. Ouais. Alors les routines, elles ont déjà, c'est comme dans la vie, à mon sens, c'est-à-dire que la routine, elle peut avoir un aspect péjoratif, c'est-à-dire qu'elle peut être monotone. Quand on a la routine dans la vie, des fois on s'ennuie et des fois on a envie de faire autre chose. Mais elle a un aspect aussi positif, c'est que c'est très rassurant. Et aujourd'hui, le joueur de haut niveau, 50 des joueurs de haut niveau sont dans ce côté très rassurant. C'est-à-dire qu'ils ont des routines et ils ne veulent pas quasiment pas en changer. Et en changer, ça peut être synonyme d'amener un stress particulier. Mmh. Mais vraiment, hein, on va pas donner de nom, mais tu as des joueurs, si par exemple le matin de match, sur ta mobilité que tu mets en place avec lui, tu changes le premier exercice de mobilité de hanche, et cetera, ils vont te regarder avec des yeux comme ça, ils vont te dire: «Non, on peut refaire comme d'habitude?» Parce que si tu le fais pas, tu vas déclencher un stress. Alors que ça n'aurait pas d'impact immédiat, mais tu vas Mmh mh. déclencher un stress. Pareil sur la préparation des avant-matchs, et cetera. Donc il y a cet aspect-là déjà à prendre en considération. Dans le travail, dans ce que j'explique, la routine, elle permet en fait d'avoir des séances de travail, très, très régulières. C'est-à-dire que tu mets des choses en place, tu vas avoir une activation, un renforcement de ton quadri, de telle type manière, tu vas le faire avant chaque entraînement, le joueur va le maîtriser, il va avoir de l'autonomie, parce que la routine permet de gagner en autonomie. Si tu changes tout le temps, Ouais. l'autonomie, elle est très difficile à trouver pour les joueurs. Et quand le joueur trouve de l'autonomie, c'est déjà pour moi un gain d'efficacité. Parce que déjà, il va faire beaucoup plus que ce qu'il ne fait s'il est seulement tout seul, ou toi tu peux être là, ou il faut que tu sois attentif à lui, il faut que tu le pousses, et cetera. Donc il y a cet objectif aussi de le rendre autonome. Donc ces routines-là, elles ont ces avantages-là. Pour moi, elles doivent évoluer seulement si ton joueur a cette, particularité, on va dire, mentale ou dans son caractère, d'avoir envie d'être surpris et d'avoir envie de changement. OK. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Effectivement, si tu te rends compte que tu as un joueur en face de toi qui a un profil,
créatif, qui a besoin de changement et qui, si tu fais tout le temps la même chose, commence à s'ennuyer ou à pas adhérer à ce que tu fais, bah, il va falloir que tu proposes des choses, différentes. Voilà, ça c'est la première idée. La deuxième chose, c'est évidemment si tu stagnes. Si à un moment donné, tu as l'impression que ce que tu proposes, ne fait plus avancer le joueur, n'est plus suffisant, tu dois monter un petit peu soit en intensité, soit en Mmh. difficulté, heu, soit trouver quelque chose pour être un peu plus efficace. Voilà. Donc je pourrais pas te dire en fait, il faut les changer genre tous les mois ou tous les 2 mois, mais encore une fois, c'est lié au contexte, Mmh. c'est lié à la sensation. Généralement, on les crée, ça met, allez, on va dire 6 8 semaines quand même à se créer correctement, pour que tu puisses avec le joueur, affiner un petit peu ce que tu veux faire en termes de routine. Et en fait, les routines, elles vont surtout considérer ce qu'on va appeler l'activation, les échauffements, liés aux antécédents de blessures et Ouais. cetera, ce que tu veux préparer par rapport aux joueurs. Donc tu vas créer ça, tu vas mettre ça en route et puis après, bah, tu vas voir comment ça évolue. Tu vas voilà, si on parle d'une pathologie de tendinopathie, tu vas mettre ça en place et tu vas surveiller régulièrement. Par exemple, le joueur, s'il te donne un chiffre de 0 à 10 de douleur, si à chaque fois il te donne un chiffre après ton activation et en post-entraînement de 2 sur 10, alors qu'il est à 5 d'habitude, bah, en fait, tu vas pas changer parce que tu es à 2 sur Ouais. 10, c'est très bien, tu vois? Mmh. Par contre, s'il est à 2 sur 10 et qu'au bout d'un moment, il passe à 5 sur 10, tu te dis: «OK, ça a marché un temps, ça marche plus, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire évoluer?» Et est-ce que dans tes routines, tu pourrais mettre, des exercices de renforcement pur? Mmh. C'est pas que de Complètement. la mobilité, c'est Non, complètement. Nous, dans la logique, l'idée, cette séance d'activation, c'est celles qui vont le plus reproduire dans l'année, en fait, mmh, que celles que tu construis. Ils la font quasiment avant chaque entraînement. Donc en fait, si tu et même peut-être avant chaque match. Donc si tu mets bout à bout, ça fait, peut-être 5 à 6 fois par semaine. C'est ce qu'on peut appeler du microdosing, en ouais, fait. Donc 5 à 6 fois par semaine, 20 à 25 minutes de travail localisé, de renforcement ciblé ouais, et bah, mis bout à bout sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 semaines, 2 mois, c'est un vrai et travail, bah, ouais. ça fait beaucoup de séances de travail. Mmh. Et est-ce que tu mets aussi des routines Ouais, post-entraînement? ouais. Quelle différence avec les pré-entraînements et est-ce que tu les mets à tout le monde? Alors c'est, la différence, c'est que les objectifs sont évidemment pas les mêmes. Avant l'entraînement, on est quand même dans une logique aussi de préserver l'athlète par rapport à la séance qui suit, Mmh, donc on peut pas non plus avoir un gros volume de travail. En post-entraînement, on va être sur, une réflexion par rapport à ce qu'il a fait quand même dans la séance. Évidemment, si la séance a été difficile, par exemple sur un aspect énergétique, répétition de sprint et qu'en post-practice, tu veux faire une séance de renforcement excentrique ischio, bon, tu peux te ouais, dire, ça fait doublon, on n'est peut-être pas dans la logique. Par contre, tu peux très bien mettre une, séance lourde, quand on dit lourde, on se comprend, volumineuse sur le travail du haut du corps ou de rajouter du gainage, des choses comme ça. Ça te permet de rajouter un type de travail. Hem et tout le monde, oui et non. Heu, Ça va être soit ceux qui ont cette habitude-là, soit généralement des joueurs jeunes ou des joueurs qui jouent moins. mmh, C'est à ceux-là qu'il va falloir rajouter des sessions de travail. OK. Et donc là, on parle, routine pré-entraînement. Maintenant, l'échauffement, donc qui suit la routine, évidemment. Heu, J'aimerais savoir si tu suis un fil rouge quand tu fais un échauffement, heu, comment tu le construis aussi? Est-ce que tu fais en fonction de l'entraînement qui va suivre? Est-ce que des aussi pour toi l'échauffement, ça peut être un moment où tu vas venir développer des compétences ou c'est juste échauffer? OK. Bah, on parlait de méthodologie tout à l'heure. Un échauffement, ça sert à quoi? 2 choses. Prévention des blessures. On est Mmh, d'accord? Donc c'est-à-dire que ton objectif, c'est de préparer le corps par rapport à l'exercice qui suit, mmh, pour éviter de te blesser. Donc, si ton exercice qui suit, c'est du sprint, tu vas préparer ton corps pour du sprint. Si ton exercice qui suit, c'est du squat, tu vas préparer ton corps pour du squat. Et donc ce sont 2 échauffements complètement différents. Donc ton échauffement, il est forcément adapté à ce qui suit derrière. Ça, c'est une obligation. Le deuxième objectif, ton échauffement, c'est de te rendre aussi plus performant. C'est-à-dire que si tu t'échauffes bien, on sait que tu vas améliorer tes qualités, musculaires beaucoup plus facilement et donc tu vas être plus performant sur l'aspect neuromusculaire, sur un aspect, aérobie, sur un aspect mmh, vitesse et cetera. Donc, il faut aussi avoir en lien ça. Pour moi, le gros danger de l'échauffement, c'est déjà de ne pas avoir cette méthodologie-là et c'est aussi d'en faire trop. Aujourd'hui, moi, c'est le truc qui m'impressionne le plus. Des fois, je vois des échauffements,
je me dis en fait cet échauffement il est fait pour quoi? Épuiser les joueurs ou faire plaisir au préparateur physique qui sort tout son attirail de tous les exercices qu'il connaît, le maximum d'élastique qu'il a commandé l'été pour montrer quelque chose. Tu vois, des fois je me pose la question, tu vois, de ça. Donc l'échauffement, il y a une réflexion à avoir sur la méthodologie. Et il y a un truc qui est très intéressant que tu as dit, c'est que pour moi, effectivement, il doit te servir pour intégrer des choses, hem, des exercices qui, de la même manière que tes activations, mis bout à bout, vont avoir un effet positif sur le long terme. Et pour moi, ça va être tout ce qui va être travail de la mobilité, Mmh. faire bouger, ça va être ce qu'on peut appeler des étirements actifs, donc ce que je vais appeler étirements actifs, ça va être du travail de fente, devant, côté, arrière, en croisé, ce que tu veux, en modifiant la position du genou, du pied, ce que tu veux, où tu vas aller chercher des amplitudes musculaires importantes. Et je pense que si tu fais ça et que tu mets ces exercices-là, après tu peux les changer, une fois tu mets avec ballon, une fois tu mets sans ballon, Mmh. une fois tu mets un travail par deux avec un élastique, sans ce que tu veux, mais en gros tu mets tout le temps ton travail de fente que tu changes un peu. De la même manière que l'activation, mis bout à bout, et bah, ça veut dire que tu vas faire des fentes à poids de corps quasiment tous les jours et je pense que, par exemple, c'est quelque chose qui est très positif sur l'aspect pour les ischio-jambiers ou pour d'autres Mmh. choses. Et du coup, c'est intéressant de dire parce que, par exemple, avant un match, tu vois, c'est toujours compliqué de savoir, justement si ton échauffement va impacter positivement ou négativement le match. Ouais. Parce que arriver à bien doser justement, le gars C'est pour pas qu'il soit parce que des fois, tu vois, enfin, ça peut être un peu long, ouais. mais comment arriver à réellement savoir Bah, dans quelle fourchette tu es, tu vois? aujourd'hui, les technologies nous aident. Mmh. Tu vois, le rugby a changé. Le rugby, j'en discutais avec les préparateurs physiques de l'équipe de France, comme je te disais en off, ils m'ont parlé échauffement. Ils se sont aperçus rapidement que les échauffements de rugby étaient quasiment un quart ou une moitié de match en termes de load avec les GPS, et cetera. Tu Ouais. C'est énorme. Moi, je l'ai fait, j'ai mis les GPS sur les échauffements qu'on faisait et j'ai comparé avec le match. Et de la même manière, je me suis rendu compte que ce qu'on faisait, notamment sur le travail individuel, tu connais, on a le travail individuel, Mmh. la causerie et l'échauffement collectif. Et sur ce travail individuel-là, on arrivait à des données, mais extrêmement hautes. C'est-à-dire que ton joueur qui produit, je dis n'importe quoi, 8 changements de direction à haute intensité sur son match, sur ces 20 minutes, c'est un chiffre au hasard. S'il en fait 30 ou 40 dans l'échauffement individuel, Ouais. mais là on est too much. On est too much. Donc en gros, il faut se dire, ok, il faut essayer d'avoir toujours pareil une méthodologie. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que mon joueur touche par exemple 3 fois sa haute intensité sur le sprint? Ça me rassure Mmh. et c'est suffisant. Est-ce que je veux que mon joueur touche 3-4 fois des changements de direction à haute intensité et ça me suffit? Est-ce que je veux plus? Est-ce que je veux qu'il court pendant 20 minutes ou est-ce que juste avoir une session de courue pendant 4-5 minutes, c'est suffisant? Et après tu construis par rapport à ça. Après, tu vois, c'est là où je me dis, par exemple, il y a des joueurs, avant un match, ils ont besoin de shooter beaucoup. Ouais, Mais du coup, ça va les après tu pourrais aménager le shooting de façon à ce que ce soit moins impactant que lui demander de courir, par exemple, après chaque tir ou quoi. Mais du coup, ça veut dire que peut-être que c'est négatif d'un point de vue, heu, physiologique pour lui, pour enchaîner directement après le match, mais que psychologique, s'il l'a pas, ouais. tu vois? Et donc c'est Alors, là où c'est dur c'est de faire la complètement, balance. de toute façon, il faut respecter la part du psychologique, mais après, pour moi, le psychologique, il faut le respecter, mais il faut savoir surtout, est-ce que ce qu'il fait, ça marche ou pas? Ouais, Parce que moi, je veux bien qu'on ait des trucs, des psychologiques, des routines, mais à un moment donné, si ta routine, tu as une routine, OK, mais que tu constates que c'est pas que c'est performant. pas performant, bah, ouais, il faut pas être trop con, la Ouais, routine, il faut la changer. ouais, ouais. Et aujourd'hui, il y a pas de vérité. Heu, Nando De Colo, il shoot pas avant les matchs, hein, Mmh. et il fait partie des 3 meilleurs scoreurs de l'histoire de l'Euroleague. Donc ça veut dire qu'il met quand même quelques paniers. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a pas de réalité. C'est comme le shooting matin de match. Est-ce qu'on fait du shooting? Est-ce qu'on fait pas de shooting? Jusqu'à preuve du contraire, je suis pas sûr que si tu fais pas de shooting, tu es moins adroit que si tu as fait un Ouais. shooting. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est surtout l'aspect où il y en a, s'ils font pas le shooting,
ils se disent je sais plus shooter. Alors Peut-être, que. mais après à un moment donné, je pense que tu deviens plus fort que ça. Hmm. Ouais, ouais, Dire, en NBA, quand ils font des back-to-back, ils rentrent à 3 heures ou 4 heures du matin, qu'ils rejouent le soir même, bah, ils font pas de shooting le matin. ouais, Et le soir, ça les empêche pas d'être très, très adroits, bien sûr. tu vois? Donc Hmm, tu peux t'adapter et avoir après une préparation un peu différente. hmm. Et du coup, là, l'Asvel, c'est l'Euroleague, le championnat. Donc, tu as plus de 80 matchs sur la saison, Mmh. toutes compétitions confondues. Est-ce que avec autant de matchs, tu peux être dans du développement avec les joueurs, dans la prépa physique, ou tu es que sur un travail de maintien, de prévention pour éviter tout ce qui est blessure ou pas? Ouais, l'idée c'est d'arriver à un état de forme, donc que tu construis sur ta pré-saison et ton début de saison. Parce que le début de saison, l'Euroleague ne commence pas tout de suite, donc tu es pas dans un rythme infernal, donc tu as encore des entraînements, tu as encore un petit peu de temps. Donc tu construis cet état de forme-là, qui va forcément naturellement, par l'impact des matchs, des voyages, des saisons et cetera, fluctuer, en allant à la baisse, à la hausse et cetera. Et toi, ton objectif, c'est, de t'adapter à ces mouvements d'état de forme pour proposer des sessions qui te permettent de rester le plus haut possible, pour performer et pour pas se blesser. Parce que pour moi, la 1re raison, des blessures, c'est l'état de forme. Avant d'être un déficit de quoi que ce soit ou d'un truc, c'est un état de forme. Tu pas en forme ou tu es fatigué ou tu pas à une condition physique optimale, tu te blesses. Mmh. Ça, c'est, pour moi une certitude. Et quand tu veux performer, tu veux être aussi en forme physique. Donc ça, c'est l'objectif. Par contre, tu peux amener des progrès dans certaines choses. Un joueur arrive et tu estimes qu'il a un déficit, on reprend un exemple, une pathologie de tendinite, un déficit au niveau du quadri. Comme on l'a dit, mis bout à bout des petites sessions régulières de travail et cetera, ton quadri, tu l'as peut-être mesuré en début de saison, il a 255 newtons son travail en iso. Peut-être qu'au bout de 2 mois, 2 mois et demi, il est à 300 newtons et que la douleur, elle est partie. Mmh. Bah, tu as du progrès, tu vois? Après le mot développement, il est peut-être un peu trop fort. C'est vrai Ouais. qu'effectivement, quand on parle de développement, ça nécessite du temps, ça nécessite des charges importantes et ça nécessite surtout un contexte où la préparation physique devient prioritaire. Ouais. Or là, ce qui prime dans la saison, c'est jouer des matchs et les gagner. Et justement, pour minimiser les pépins physiques avec autant de matchs, avec les déplacements aussi qui impactent aussi les joueurs, c'est dans tout ce qui est routine, et cetera, que tu vas essayer de travailler, pour diminuer ça? Ouais, complètement. C'est la mise en place d'un projet global d'entretien avec le joueur. Ça, c'est la première des choses que tu construis donc au départ. Donc c'est beaucoup de discussions et c'est avancé et en gros, voilà, tu es avec le joueur et tu l'as construit avec lui. Voilà, en gros, ta routine type que tu vas faire avant chaque entraînement, ça peut être ça, voilà, qu'on adaptera en fonction du contexte. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire tout le temps. Tu designs 1 ou 2 séances que tu peux appeler des séances clés, fortes, ce que tu veux, que potentiellement tu peux caler dans des J-2, ou dans des moments où il joue moins et cetera, qui vont permettre, si tu veux, de rajouter de la charge, de la Mmh. contrainte sur le joueur. Tu peux potentiellement t'adapter à une situation, un contexte, un joueur qui joue moins et lui rajouter des séances supplémentaires pour, maximiser le développement, d'accord? Cette partie-là et après c'est vraiment, et là pour moi c'est là que c'est très intéressant, humainement mais aussi très difficile, c'est vraiment la gestion des charges. Donc c'est là qu'en gros, tu dois avoir une relation très privilégiée et de confiance avec le coach Mmh. pour gérer les entraînements et les charges et gérer les adaptations par rapport à des joueurs et être capable de dire aux joueurs, au coach: «Ça serait bien qu'aujourd'hui il s'entraîne pas, ou moins ou différemment. Ça serait bien que ce match-là, il joue moins ou que pendant 15 jours, il ait un load management au lieu de jouer 20 minutes, il en joue 10. C'est jamais simple, Ouais. mais tu vois, avoir cette relation de confiance parce que par expérience, tu te dis que là, tu es dans une zone rouge Mmh. et que si tu veux éviter le drame, tu dois Ouais, réduire ouais, cette ouais. charge-là. Mmh. Et on sait que dans le basket, il y a beaucoup de blessures, chevilles, Mmh mh. douleurs de genoux, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de sauts. Mmh. Comment tu arrives à gérer ces 2 blessures? Parce que moi, je trouve que c'est un réel challenge de petites entorses. Ils en ont tous Ouais, eu, plusieurs. bien sûr. Comment tu fais pour gérer ça, pour que ça n'arrive plus ou un minimum, quoi? Bah, en gros, ça veut dire que dans tous tes échauffements, on parlait d'échauffement tout à l'heure, il y a du travail de cheville et du travail de genou. Et c'est quoi les travails de cheville, travail de genou? Par exemple, le quotidien dans mon échauffement collectif, j'ai 3 ou 4 exercices que je mets quasiment 90
tout le temps. Tu vas avoir une activation des releveurs Mmh. que tu peux faire de la manière que tu veux. Donc si tu as un profil d'échauffement au sol, tu peux le faire au sol par 2 avec un élastique, OK. Si tu es dans un profil plus dynamique debout, bah, tu peux faire simplement marcher sur les talons, corps droit, activer le releveur le plus possible. Ça va être une 1re chose, d'accord? Tu peux mettre en place un travail des héberceurs, pareil avec élastique ou trouver des situations, debout, heu, de maintien, par exemple sur un plan incliné, Mmh. tu vois? De les mettre, comme ça sur un plan incliné, des choses très simples où tu vas activer tes héberceurs, tu vois? Tu vas mettre un travail de mobilité de cheville ou tout du coup déroulé, donc un travail athlétique de déroulé. Tu peux mettre un travail plus dynamique avec des doubles skips, ou des situations de taper avant-pied comme ça, de relever pointe de pied. Mmh. Tu peux mettre un travail dit proprioceptif de réception, avec des différentes angulations et cetera, où tu peux corriger sur chaque échauffement, la manière dont le joueur va réceptionner. Et pour moi, je te dis, si tu mets ça bout à bout tous les jours, bah, ça reste de la prévention de cheville que tu Mmh. fais avec tout le monde tout le temps, en plus de celle que tu fais déjà en salle de muscu, Ouais, tu vois? Et pareil pour le genou. ouais, et on avait déjà eu cette discussion, mais donc les basketteurs particulièrement ont eu beaucoup d'entorses de cheville. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de strapper systématiquement les joueurs, que ce soit, donc je dis à tous les entraînements strappés, au match strappé? C'est quoi un peu ton avis sur ça? Hem, Moi, je pense que si quelqu'un a besoin d'être strappé, il estime les besoins, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des chevilles à haut risque, dès qu'il va y avoir un haut risque, c'est-à-dire un entraînement en opposition, un match évidemment, ou de la haute intensité sur un travail individuel, du 1 contre 1 et cetera, il faut strapper. Par contre, ça veut dire que dès que ce joueur-là, il a la possibilité sur un entraînement sans contact, une séance en salle de muscu, il faut aller un peu à l'extrême. Donc en gros, séance de muscu pieds nus, Mmh. tu vois? Pour ajouter des contraintes sur les intrinsèques et cetera, puis obliger encore plus de contraintes sur la cheville naturellement. Une séance de shooting, pas de strap. Une séance courue sans opposition, de travail individuel sans opposition, même intense, pas de strap, tu vois? Ouais, Mais après je te parle là, je suis dans une réflexion de joueur professionnel oui, où la conséquence, si tu fais pas de strap, que le mec se fait une entorse, elle est catastrophique, quoi. ouais, Après ta réflexion, pour les jeunes, voilà, elle peut être intéressante, mais après là, c'est vraiment une évaluation pour moi du médical, où ils doivent vraiment déterminer si la cheville est vraiment à haut risque ou pas à mmh, haut risque et trouver le juste milieu. ouais, parce que est-ce que tu pars du principe que tu ne le fais pas à tous les entraînements, uniquement peut-être en match, et que tu fais un gros travail de renforcement de la cheville et que tu prends entre guillemets, que tu acceptes qu'il y ait un petit couac à un moment donné dans Mmh. l'entraînement, mais que ça sera mieux pour lui? Ou tu pars du principe que tu en mets à chaque entraînement et Parce comme ça que le risque est diminué? derrière ta question, derrière ta réflexion, si je comprends bien, ça veut dire comme tu mets le strap, bah, en fait, ta cheville, tu l'entraînes pas. Moins, et puis aussi on sait que tu enfermes ta cheville, donc Voilà. ça veut dire qu'elle peut pas aller dans son amplitude complète et donc que Mmh. tu peux être, Sur des blessures moins de genou. performant sur, Mmh. les accélérations, des changements de direction parce que tu as moins d'amplitude aussi. Ouais, ça, il y a cet aspect-là aussi, c'est sûr. Mais pour moi, si ta réflexion, c'est aussi de te dire que ta cheville, elle est du coup trop protégée, du coup, elle est désentraînée, que c'est Mmh, c'est c'est risqué, tu peux très bien imposer à ces joueurs-là un travail avant d'aller, se faire strapper, tout le travail, athlétique, des gammes mmh, athlétiques, des petits bondissements, des petits changements de direction, des trucs sans strap. Après tu vas te faire strapper, tu fais ton basket. ouais. Ça peut être aussi, une idée. Ouais, c'est vrai que ouais, ça je vois ce que tu veux dire. Que si tu es strappé, bah, en fait, tu penses que tu ne bosses plus ta cheville, mais si tu fais le travail avant et que tu strappes, bah, au Mais final c'est ta cheville est important de quand le même bossée. savoir parce que tu vois, quand on parle d'échauffement, un travail sur la cheville, si effectivement tu fais un travail de cheville, mais que ton mec il est strappé jusqu'aux dents, il est pas efficace. Oui, Donc si c'est sûr que ces gars-là, il faut quand même leur faire un travail avant, quand le strap est pas fait. oui, ouais, ouais, Ça, ouais, c'est c'est sûr, important. c'est sûr. Hem, on parlait de la composante psychologique, on parlait des blessures, petits pépins. Est-ce que toi, tu observes un lien entre la fatigue d'un joueur, que ce soit physique ou même, psychologique, et ses blessures? Ouais. Aujourd'hui, je pense que le mental, est même beaucoup plus important que l'aspect physique. C'est une réalité.
euh, tu changes de coach, tu vires ton coach, tu changes de coach, ton équipe avait un potentiel physique que tu as avec des données. Mmh. De manière incroyable, tu n'as pas changé ta préparation physique, les mecs ils step up et tu montes une haute intensité pendant les 15 jours qui suivent. On t'a dit que tes joueurs n'avaient pas cette capacité physique actuellement, n'avaient pas d'intensité, tu répétais pas les sprints, tu changes de coach, tu as cette capacité-là. Ouais. Réalité, données à l'appui, c'est du vécu. D'accord? On fait des tests. Et tu es bien placé pour le savoir, on l'a fait sur les jeunes basketteurs à Lasvel. Tu fais un test d'adduction, abduction en isométrie. Mmh. Avant et après un match. Match lambda. Avant, après, il y a une baisse au niveau de la force. Ah ouais, bah on le sait parce qu'on sait qu'à Mmh. force de répéter les sprints, etc., il y a une fatigabilité, ça nous conforte. Tu gagnes le match, tu sais de quoi je vais te parler. Mmh. Tu gagnes le match après prolongation et de manière un peu incroyable, avec une adrénaline, etc. Les mecs viennent en post-match, ils font le test, ils ont des valeurs supérieures. Mmh. Étrange. Un match permet d'avoir des valeurs plus hautes. C'est étonnant. Autre exemple. Nous, on fait nos tests de la même manière, adduction, abduction des hanches Mmh. sur le truc isométrie. On voit la fatigue en post-match tout le temps. On l'a. Voilà, on l'évalue et on voit si elle est plus ou moins importante. On essaie d'adapter les charges d'entraînement en fonction de ça. C'est notre repère. Ok. On a changé de coach. On gagne un match d'Euroleague. On fait le test le lendemain. 90% de l'effectif explose les valeurs d'adduction-abduction. Alors que le match de la veille a été extrêmement intense, qu'on est dans un calendrier où on est éreinté, et on doit avoir les mêmes signes de fatigue que d'habitude. Donc Ouais. l'aspect mental, il est incroyable. Donc forcément, il a un impact et il est forcément en lien avec des blessures. Alors on ne peut pas non plus tout expliquer par le mental, parce qu'au bout d'un moment on devient fou, Mmh. mais franchement, il a un impact fondamental et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne crois pas forcément plus à la préparation mentale, je crois à l'accompagnement psychologique, d'accord? Et je crois surtout pour les équipes à ce que j'appelle, c'est peut-être pas le bon terme, mais la dynamique de groupe. Mmh. C'est-à-dire, la qualité d'un cadre de travail, d'une ambiance de Ouais. travail, et la qualité du bien-être dans ce truc-là. Hormis les frustrations et cetera et surtout déceler, parce que finalement on est tous des humains aussi et on a tous des problèmes en dehors de notre métier et ces problèmes-là ont un impact direct Ouais. sur ce qu'on vit, sur ce qu'on produit et quand vous êtes sportif de haut niveau, ça a un vrai impact. Et donc c'est là où on se rend compte qu'au final, faire des tests de force max, bah, en fait, ça fluctue tout le temps en fonction de ta situation psychologique et comment Ouais, tu te sens à l'instant T. c'est exactement. C'est pour ça que c'est pour moi quelque chose d'intéressant Mais prendre et du recul. je vais continuer de le faire parce que je trouve que, tu vois, on a quand même ça nous dégage quand même nous des vraies tendances de fatigue ou d'état Mmh. de forme parce qu'on met plusieurs paramètres, les uns vers les autres. Par contre, il faut avoir la lucidité et l'humilité de savoir qu'à un moment donné, ça reste de l'humain Ouais. et que c'est des choses qui sont pas palpables et qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus avoir une interprétation Que sur que data, que ça et qu'à un moment donné, il y a d'autres lectures. ouais. D'autres lectures. Il y a par expérience, il y a des périodes où moi je savais mon équipe très fatiguée par le passé et on déployait un jeu incroyable avec une intensité incroyable et que le coach me disait: «Putain, on est en grande forme physique, Manu, c'est super» et moi je savais que les mecs étaient rincés. Mais parce que les mecs étaient dans un mood, Ouais, ouais, une ouais. dynamique positive, de s'envoyer, ils croyaient au projet et cetera, donc tu décuples un peu tes forces, tu t'engages beaucoup plus dans ce que tu fais, donc tu donnes l'impression d'avoir plus d'intensité. Tu l'as, mais c'est pas lié à un état physique, c'est lié à un état psychologique et Ouais, inversement, j'ai connu des équipes fraîches, dans un ouais, état ouais. physique vraiment pur avec des tu bien travaillé, tu sais que les mecs sont bien, t'as pas de problème et le rendu, il est Mmh. dégueulasse en fait. Les mecs, ils ont pas de jus, il y a pas d'intensité, il y a pas d'engagement parce qu'ils sont pas dans le projet, ils croient pas dans le truc et que finalement, il y a rien qui sort sur le terrain. Et Ouais, c'est pas ouais. lié à ta préparation physique, ni dans un cas, ni dans Ouais. l'autre, c'est lié au contexte et à ta Mmh. dynamique de groupe. Ouais, c'est clair. C'est Mais ça t'amène à beaucoup d'humilité sur les choses. ouais. Ouais, prendre du recul sur ce que tu interprètes, quoi. Exactement. Avoir ton aspect toi, de ce que tu penses Ouais, toi, de ce que tu vois ouais. avec eux, plutôt que de Mais juste des ça valeurs. ça reste la beauté du sport. Mmh.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des histoires, des équipes qui créent des surprises de manière incroyable. Tu en auras toujours. Chaque compétition, tu as une histoire incroyable. Ouais, Tu as une équipe, ils ont un niveau catastrophique et ils vont aller au bout, ou alors ils vont perdre 4 joueurs, 4 blessés, mais ils vont aller au bout parce que c'est des choses qui sont impalpables ouais, non, c'est et clair. c'est la beauté du truc, quoi. Ouais, ah non, c'est sûr. Et maintenant, un peu, on sort un peu de ce contexte-là. Je sais aussi que tu utilises le BFR. Mmh. Dans quel but? Déjà expliquer ce que c'est, parce que je pense que beaucoup de personnes ne Mmh. savent pas ce qu'est le BFR. Pourquoi tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises avec tous les joueurs ou seulement certains en particulier et pourquoi? OK. Donc le BFR, c'est un système d'occlusion musculaire. Donc en fait, tu vas, mettre une pression sur un muscle ou sur un groupe musculaire et réduire les flux sanguins. Donc voilà, à partir de cette réduction de flux sanguin, tu vas créer un stress dans ton muscle, qui va être un stress métabolique, qui va engendrer des réactions et des adaptations derrière liées à des enzymes, des hormones que tu veux, pour que ton muscle, ait une croissance, force, hypertrophie. C'est Mmh, surtout les grandes données qu'on sait. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. Il y a des études qui commencent à sortir où si tu fais du BFR, notamment sur de la haute intensité vélo type sprint et cetera, tu vas aussi développer un aspect aérobie, enfin, on commence à améliorer ça. Donc en gros, voilà le système, et voilà l'idée générale du travail. Ce système-là, moi j'en ai eu écho il y a longtemps et j'ai commencé à y travailler avec notamment toutes les pathologies de genoux. Tu as un garçon qui a un problème de cartilage, tu vas avoir des angulations de travail très problématiques mmh, et tu vas avoir surtout des grosses limitations sur la charge de travail que tu peux mettre sur ton genou. À cause de ce cartilage-là, parce que si tu le fais, tu crées douleur, inflammation, gonflement du genou et arrêt. Et donc au final, tu commences à faire très peu, très peu, très peu et ton muscle, eh ben, il se désentraîne et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que son muscle désentraîne, donc tu grossis encore cette problématique de genou. Le BFR te permet avec des exercices très simples, à moindre charge, d'avoir en gros une progression importante du fait de cette occlusion et du fait de ces réactions liées au flux sanguin qui est réduit. Donc ça, c'est un outil extrêmement intéressant, c'est-à-dire que tu vas arriver à stimuler un muscle de manière forte, intense et de lui instaurer un vrai stress, ce que tu veux faire avec l'aspect muscu, sans forcément avoir un exercice stressant pour son articulation. mmh. Et donc, toujours pareil, mis bout à bout, tu arrives à augmenter la force musculaire et à enlever des problèmes. Donc cet outil-là, je ne l'utilise pas avec tous les joueurs. C'est généralement des joueurs qui ont des vraies pathologies et des vraies limites, parce que pour moi, si tu as pas de limite, bah, si tu peux squatter normal, si tu peux faire Ouais, ton single leg squat lourd, et cetera, sans problématique, bah, tu le fais. On est aussi efficace et on y va, il y a pas besoin. Par contre, si tu es pas apte à le faire, on va mettre un protocole avec ce BFR-là. Et OK. aujourd'hui, le retour des joueurs, il est quand même très, très positif en termes de sensations. On a des progrès, c'est-à-dire qu'on a la force musculaire qui augmente, on la mesure. Donc, voilà, et on a, on va dire, une durée de vie du joueur, on va appeler ça comme ça, qui augmente. Ouais, qu'en fait, ça te remplace le travail, en charge lourde pour quelqu'un qui aurait trop de douleur pour assumer ces charges-là. Exactement, exactement. OK. Trop de douleur et trop de risques, surtout Ouais, à mettre des sur contraintes, ouais, parce que dès pour que tu as un gonflement, tu mets à l'arrêt et tu perds tout. mmh, Donc aujourd'hui, tu as des protocoles BFR, donc en gros, nous, on est des joueurs, ils en font presque tous les jours, c'est-à-dire qu'à J-2, ils vont par exemple avoir un BFR sur un squat chargé, on va dire, tu vas mettre, 20 kilos en goblet squat avec ton mmh, BFR, tu vas faire tant de reps, tu vas avoir un stress très fort, beaucoup plus fort que simplement si tu l'avais fait sans ton 20 kilos. Le lendemain, il va peut-être avoir un travail simplement en isométrie d'activation avec ce BFR-là. Ensuite, tu as ton match. Soit après le match, soit le lendemain du match, tu vas avoir un BFR sur vélo. Donc, tu vas faire ces 15 minutes de vélo avec l'occlusion, qui va te permettre aussi d'avoir une adaptation métabolique. Et donc, on va mettre bout à bout, bah, tu fais un travail de quadri quasiment quotidien, qui te laisse pas de traces, ouais, pas de fatigue, pas de courbature, et qui a des adaptations positives. et avec peu de matos. Avec peu de matos. Alors après, le matos, il vaut Cher, il vaut mais cher celui-là. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes portatifs qui mmh, sont, bien moins chers, mais qui présentent le désavantage de ne pas forcément avoir de capteur pour vraiment mesurer l'occlusion. ouais, Donc tu vas augmenter un facteur «risque» entre guillemets, même si, il y en a c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc les systèmes, plus coûteux sont quand même plus rassurants à mmh. ce niveau-là.
Mais très intéressant comme méthode. Ouais. Ouais, et je te dis, on est vraiment aux prémices. Tout le monde commence un peu à se l'approprier, et je pense qu'il va y avoir pas mal de réflexions sur comment encore plus utiliser le BFR dans les 5-6 prochaines années. Ouais, ouais, non, c'est intéressant comme truc. Et dans le basket, on doit être capable de se déplacer rapidement sur des petites distances. Donc, allez, on pourrait appeler ça grossièrement l'agilité. Mmh. J'aimerais savoir, toi, comment tu la bosserais? Comment ouais, tu ferais en sorte que le joueur soit plus agile? Ouais. Bah, déjà pour moi, c'est technique, c'est la première des choses. Donc déjà pour moi, ça part d'une évaluation, c'est-à-dire qu'il faut que ton joueur, tu le mettes dans une situation, d'agilité qu'on va dire non planifiée, Mmh, c'est-à-dire qu'il est dans l'incertitude de ce qui va se passer, que tu le filmes et que derrière tu fasses une analyse pour savoir, OK, comment il se déplace? Ça se trouve, il est très bon, donc ton agilité, techniquement, elle est bonne, et en gros, tu vas améliorer son agilité par l'amélioration de ses qualités musculaires. mmh, Quand il sera plus fort, plus explosif, il sera plus vite. ouais, Mais peut-être que tu vas t'apercevoir que techniquement, il est catastrophique. Donc, par exemple, il veut changer de direction, bah, il engage pas ses épaules du côté où il veut aller, il met toutes les contraintes sur la jambe extérieure. Peut-être qu'il n'utilise pas de flexion de hanche et du coup qu'il est que dans un engagement du tronc quand il veut changer de direction. Enfin, tu vois, tu peux trouver beaucoup de choses. Peut-être que ses chevilles n'ont pas de mobilité, donc il pousse jamais sur les pieds tout le temps en pointe de pied, mais tu vois pas qu'il y a de fin de poussée de mouvement. Enfin, tu peux trouver énormément de choses, de points techniques qu'il faut, à mon avis, travailler. mmh, Donc c'est déjà une évaluation, et après c'est le travailler, et en plusieurs étapes. C'est-à-dire que tu vas le travailler d'abord sur du planifié, parce que tu vas devoir travailler, sur ses sur faiblesses, ses ouais. faiblesses et techniques. Donc il va répéter, j'en sais rien, un changement de direction 90°. Mmh, Toi, tu vas peut-être travailler sur la réduction des appuis, l'abaissement du centre de gravité et l'engagement de la jambe libre vers là où tu veux aller. mmh, Déjà, peut-être juste ces 3 trucs-là, et tu vas lui faire répéter. Dans un premier temps, ça va être catastrophique parce qu'il va être perturbé, donc il va être à 2 à l'heure, il va avoir l'impression d'être un robot. Donc tu vas répéter, 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 et quand ça sera peut-être enregistré, bah, peut-être le placer dans du non planifié et après espérer qu'il y ait un transfert dans son activité. et du non planifié, justement, comment tu le mettrais en place? Le C'est test? Ouais, ou c'est toi qui lui dis où aller, au dernier moment, Alors avec là, un après, ballon? c'est en fonction. Alors moi, je mets pas le ballon parce que si tu mets le ballon, là, on est dans l'aspect, technique. Mais non, mais je veux dire, si, par exemple, c'est toi qui tiens le ballon Mmh. et que, par exemple, tu le mets d'un D'accord, côté, tu d'accord. vois? Oui, Pas oui, lui avec le d'accord, ballon. oui, ouais. Bah, par exemple, ça peut être une idée. Moi, j'utilise un système de lumière parce que j'en ai un à disposition. Si je l'avais pas, je ferais peut-être un système effectivement de ballons, de couleurs, de numéros, enfin des trucs assez simples. Faut pas que ce soit trop cognitif pour que le mec soit perdu, Mmh. tu vois? Mais ça peut être ça peut être des ballons de baudruche. Ouais. Le banc de baudruche est sous-utilisé Ouais, dans le ouais, ouais, bien travail sûr. du préparateur physique. C'est un truc, voilà, ça coûte rien, tu gonfles et le gars, il va taper d'un côté, il va taper de l'autre côté. Bah, il est en train de faire des changements de direction à haute intensité, en ayant en même Mmh. temps une présence d'esprit sur Mmh. un ballon, donc il va même pas trop s'occuper de ce qu'il fait au niveau des Mmh. jambes, et donc il va être naturellement dans ce qu'il pourrait reproduire sur un terrain quand il change de direction. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal ça. Donc tu peux trouver des idées comme ça, mais l'idée c'est de créer quelque chose de non planifié, où le mec doit pas se focaliser sur ce qu'il fait sur les jambes, il doit aller vite, filmer et se créer et voir: «OK, ça va pas», et peut-être essayer avoir des objectifs de travail. Du coup, d'abord, tu fais un travail planifié que tu filmes, tu analyses tout son corps pour voir où sont les limitations. Exactement. Tu fais le focus sur, Ouais. 1-2 travail, Mmh. spécifiques sur ce qui ne va pas et puis une fois qu'il maîtrise tout ça en planifié, seulement après tu pars sur du non planifié. C'est ça, c'est ça. C'est pour moi, c'est comme du sprint. Enfin, le Ouais, sprinter, il va travailler ses gammes techniques. Quand il va travailler son démarrage, il va le travailler hors course. Enfin, je veux dire, il va travailler vraiment techniquement, il va se filmer, il va répéter, il va rater, il va refaire, tu mmh, vois? C'est un peu la même idée. Et après, dans l'agilité, il y a autre chose, mais ça, c'est très compliqué à améliorer. C'est tout ce qui va être aspect, prise d'information. mmh. C'est la question d'après. Très bien, j'anticipe la question d'après. Parce qu'en fait, tu peux être une quiche musculairement, une quiche techniquement dans ton agilité, mais tu peux être le plus rapide. Mmh, Parce que si tu comprends la situation, tu lis la ouais, situation mieux que les autres, et ça, je peux te trouver un paquet de basketteurs
que tu prends, tu fais des tests, tu te dis: «Putain, qu'est-ce qui est nul, il avance pas». Bah ouais, mais c'est le plus rapide, parce qu'il voit tout avant tout le monde, qu'il Mmh. a tout compris et que dans ses déplacements, il a un temps d'avance. C'est ce qu'on appelle pour moi l'anticipation et cette anticipation, cette prise d'information, si tu l'as et tu à un haut niveau à ce niveau-là, bah, ton agilité, en fait, elle est très bonne, en fait Ouais. et donc en fait, il faut aussi arriver à travailler et à stimuler ça. Après, je trouve en match, on pourrait aussi avoir de l'agilité planifiée sur certaines situations. Même si parce que tu vois, il y a un défenseur, donc tu ne sais jamais entre guillemets «ce qu'il fait», Ouais, mais il y a des situations où tu sur l'as fait en entraînement, tu fais complètement. un Bah, play, complètement, bah, tu le sais en complètement, fait, c'est complètement, planifié sur, complètement. lecture de screen ou Complètement. quoi. Bah, par exemple, tu vois, tu veux améliorer, je sais pas, la course de ton shooter qui veut prendre Mmh, l'écran, c'est vrai que ça, elle est planifiée. C'est quelque chose que tu peux travailler, et décontextualiser et ça, par exemple, tu peux essayer d'avoir la vidéo en match pour voir comment il s'organise pour faire son sprint mmh. et essayer d'améliorer ça. Justement, l'autre jour, je me faisais la réflexion, si tu analyses un gars genre sur une phase, ou quoi, tu regardes concrètement, qu'est-ce qu'il fait comme déplacement? Et en fait, tu pourrais très bien le remettre en situation Complètement, complètement, sans opposition. complètement, Petit complètement. slide et puis, course en Exactement, courbe, sprint en exactement, courbe et puis changement de direction. exactement. Bah, je me faisais cette réflexion. Après, est-ce que toi, tu je me suis dit qu'il faudrait que je fasse ça, même si c'est pas toujours évident parce que, par exemple, tu regardes le Mmh. match en Ouais, live, bien sûr, tu es trop dans bien sûr. l'action et tu fais pas attention. Mmh. Mais est-ce que toi, tu prends des moments où tu analyses, Ouais, tu fais alors un après, focus que sur un gars et tu regardes comment il se ouais, déplace, c'est ma lecture des matchs. Moi, aujourd'hui, les matchs, je suis spectateur, mais c'est vrai que je suis focus sur des attitudes, sur des déplacements et parfois que sur un gars, tu vois? Mmh, Je lis pas le système de jeu, savoir si on a ouais, posé l'écran, j'en sais rien. C'est pas mon problème, en fait, tu vois? ouais. Par contre, de savoir si le mec, dans sa course, il est, bien ou si j'ai l'impression qu'il a des attitudes où je sens qu'il a pas de jus sur ses tu vois ce que je veux dire? C'est cette attitude-là. Après, nous, on a des mecs, dans le staff qui sont dédiés au travail individuel du joueur. Travail individuel, c'est-à-dire ils vont décontextualiser les situations de basket et essayer d'améliorer le mec au niveau Mmh. basket sur des situations qu'il réalise en match. Pas que sur du tir, mais aussi sur les déplacements. Donc ce qui veut dire que ces coachs-là, ils font de la vidéo et des fois ils me sortent des clips. Ils me disent: «Bah voilà, tu vois lui, il est en difficulté défensivement sur cette course-là et ce passage-là». Et ça, c'est quelque chose qu'ils répètent tout le temps, c'est notre manière de défendre. Mmh. C'est décontextualiser, à moi derrière de trouver la solution pour le rendre meilleur sur ce type de déplacement-là spécifique et décontextualisé. C'est pour ça que je me dis aussi, hein, dans ta prépa physique, pour moi, tu dois avoir les bases quand tu es plus jeune, savoir tout faire. Mais à partir d'un moment où tu as ton style de jeu, bah, en fait, faut genre 2 mêmes gars au même poste, si tu regardes comment ils jouent, il y en a peut-être un qui fera, ce type de déplacement tout le temps et Mmh. l'autre jamais. Bien sûr. Mais donc ça veut dire que peut-être qu'en muscu, tu dois renforcer ses segments quand il est dans cette position-là qu'il répète tout le temps, alors que l'autre, Ouais, c'est à peut-être, ouais, l'inverse, tu vois? bien sûr. Aujourd'hui, quand tu individualises, effectivement, la simplicité, c'est de faire, par poste, mais même par poste, Mmh. tu as des profils complètement différents. Après, est-ce que tu te dis: «Ce gars-là, OK, il fait tout le temps ce type de mouvement, donc en muscu, je renforce que quand son genou, il est comme ça, quand ses hanches sont comme ça», ou parce que tu vois, il faut faire aussi le travail d'à côté et pas Ouais, alors uniquement dans ses forces, ouais, tu vois? moi ma première idée, c'est que si on parle de mouvement, de déplacement, donc de course, c'est d'abord un travail terrain, Mmh, avant d'être un travail musculaire. Je vois plus l'utilité de me focaliser sur un travail terrain, une répétition terrain, de manière de se déplacer, de courir, de prendre des appuis et cetera. Davantage de me dire: «Je veux le mettre dans cette position-là en muscu parce que c'est» non, alors peut-être sur des angulations musculaires, peut-être. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a une mobilité de hanche très, très bonne, il va donc avoir des positions fléchies souvent et avoir des fortes poussées au sol sur des ouais. OK, peut-être que là, dans le travail musculaire, tu vas te dire qu'il va falloir que tu aies de l'amplitude et des trucs, à contrario d'un autre mec, ça peut-être, mais sinon je pense que la priorité, à mon sens, c'est terrain, Ouais, du travail terrain pur, quoi. pur. De sprint, d'agilité Ouais, dans sa spécificité. avec et sans position ou Ouais, que ouais, bah, dans un premier temps, sans opposition ouais. de toute façon. Mmh, Pour être vraiment focus dans ce que tu veux, à partir du moment où tu mets l'opposition, où tu rajoutes le ballon, tu perds quand même en efficacité. mmh. Et là, tu parlais des Blespods, pour pas citer la marque. Heu,
Non, c'est pas les spots, mais tu peux citer OK. ça un autre. Ben voilà, des lumières ou Ouais. tout ce qui est, prise d'information, ballon de Mmh. baudruche, balle de Mmh. tennis. Mmh. Est-ce que pour toi, moi personnellement, j'aime bien ce style d'exercice, mais c'est toujours la question de, est-ce que réellement, si le joueur s'améliore sur ce type d'exercice, est-ce que ça va pouvoir se transférer sur sa manière de lire le jeu, être plus attentif aux stimulus? Mmh. Tu vois, ça, c'est la Ouais. grande question. Moi, je C'est pense, quoi ton avis là-dessus? mon avis, il est très simple. Par exemple, les jeux vidéo, on sait aujourd'hui, les études le montrent, que ça va t'améliorer tout ce qui va être, vision périphérique et vision en profondeur. Mmh. Tu vois? Parce qu'ils se sont intéressés à ça. Moi, je lis des études aussi par rapport à mes enfants. Ils jouent un peu aux jeux vidéo, avec restriction, mais je me dis: «Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux?» Et je me rends compte que dans les études scientifiques, on te dit évidemment, il faut pas trop en faire, mais il y a quand même un intérêt tu vois, dans la lecture de la profondeur et cetera. Donc ce qui veut dire que tu peux développer par ce genre de situation et donc j'imagine avec les lumières aussi et cetera, une manière, d'améliorer ta vision périphérique, profondeur et cetera et donc ça a quand même un transfert direct avec toi en tant que joueur, sur un terrain et ta vision. Ça, c'est une première des choses. Donc je pense aussi que si tu fais des situations avec des balles de tennis, des ballons de baudruche ou avec incertitude, tu peux développer une certaine manière de développer ta vision périphérique, Mmh. de regarder là, d'enchaîner, et cetera. Oui. Par contre, pour moi, il n'y a aucun transfert direct avec ton activité. Parce que le transfert numéro un de ton activité, c'est ce que j'appelle l'anticipation, et c'est donc de la lecture de situation. Ouais. Et ça, c'est de la connaissance du jeu. Mmh. C'est-à-dire que tu veux réagir vite. Si tu vois un défenseur bouger là-bas, OK, je le vois, mais si je ne sais pas interpréter ce mouvement-là et savoir ce que ça engendre pour moi et ce Oui, que je dois OK. faire, en fait, ça sert à rien. Donc pour moi, la première des choses, c'est d'avoir la connaissance du jeu, la compréhension du jeu. En fait, ce style d'exercice va t'aider à pouvoir avoir une grande vision sur ce qui se passe, mais c'est à toi d'arriver à ce qui se passe, interpréter qu'est-ce que ça va engendrer. Voilà, et c'est pour ça que ce qui me paraît très intéressant, c'est de travailler ce genre de choses dans le contexte. Mmh. Et donc avoir des exercices, on parle de basket, donc basket, mais ça a souvent été en foot et en foot, ils sont très en avance là-dessus. C'est des situations de foot, d'accord? Tu joues avec un ballon, tu as du jeu, dans laquelle la prise d'information, par ce que tu demandes, par tes critères de réalisation, est décuplée. Exemple tout simple, dans le foot, ça t'arrive, tu joues, tu fais des matchs, tu joues avec 3 couleurs. Par exemple, tu as, jaune, vert et rouge. Bah, une fois, par exemple, les verts et les rouges sont ensemble, tout d'un coup, sur une perte de balle, c'est les jaunes et les rouges. Donc tu vois, tu es Ouais, dans déjà la prise d'information sur 2 couleurs et contextualiser les défenseurs, les trucs et cetera. Tu es dans là du cognitif. Tu peux rajouter en plus des situations qui se passent à l'extérieur du terrain. Ça, c'est des choses que j'ai déjà mis en place, si tu veux. Où tes joueurs jouent, ils jouent par exemple peut-être même sur 4 buts, mmh. donc ça veut dire qu'ils jouent comme ça et comme ça. Donc tu as déjà de la lecture et de la prise Ouais, d'information importante et en même temps, autour, tu as des signaux, des couleurs, des numéros, donc ce qui veut dire que tu es focalisé là, mais tu es en même temps que tu regardes ici ton jeu focalisé sur une vision périphérique, un numéro, un truc qui va induire quelque chose, mmh. tu vois? Mais tu es dans du foot. Mais le mieux, c'est de le faire sur des jeux réduits, où tu réduis tes espaces et où donc tu vas multiplier Ouais, ces prises ouais. d'informations-là, spécifiques. Ah, c'est intéressant ça. Donc tu vois, le basket, j'ai pas encore, j'en ai parlé avec beaucoup de coachs, tu vois, on n'a pas encore trouvé, mais si tu fais un match de basket comme ça, Tu obligé les de 2 matchs, tu les joues en même temps. ouais. Bah, je sais pas, est-ce que tu vas multiplier encore plus ta prise d'information parce que tu vas multiplier les problématiques de vision, réduire l'espace, je sais pas. Enfin, il y a des trucs à mon avis à trouver, tu Ouais, vois? ou des infos à l'extérieur du terrain où ça impacte quelque chose sur le match que tu es Ouais, en train de faire. ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est mes idées actuelles. Ouais, ça peut être très intéressant. Parce que ouais, au final, c'est ce que tu cherches à faire, c'est d'avoir une vision plus globale de tout ce qui se passe, mais d'arriver à que, en fait, cette vision te serve à quelque chose. Parce Exactement, et que et la vision, elle est très spécifique. Elle est sur un mmh, déplacement, sur une lecture de gestes techniques. Moi, je prends tout le temps l'exemple, une année, quand je travaillais dans le handball, j'avais un gardien qui était un des meilleurs de France, un Serbe. Quand je lui faisais des exercices de lumière, trucs comme ça, il était pas bon, hein. mmh, Il était pas bon et bizarrement, tout le monde me disait: «Putain, incroyable ses réflexes».
De quoi on parle? C'est pas des réflexes. C'est une C'est juste que le mec, anticipation. il a une anticipation de la course du mec quand il va tirer, et quand il prend son impulsion, qu'il a son épaule là, Il sait où il ça va aller. sait, il sait, mais il a vu, il a observé, il sait et il a science du jeu pour y aller. Ouais, C'est ça, et tu peux en trouver, mais tu peux en trouver plein des comme ça. mais c'est dur de savoir, en analysant toi de l'extérieur, si il a beaucoup de réflexes ou s'il a beaucoup Bien d'anticipation. sûr. Non, mais bien Et sûr, voir c'est sur compliqué. quoi Bien travailler. sûr. Parce qu'au final, l'anticipation, tu la travailles en jouant plus, Exactement. en analysant ton jeu ou Exactement. quoi, et le Mm. réflexe, ben, en faisant un travail peut-être hors terrain ou sur terrain, C'est mais ça. spécifique. Mais il faut créer des situations, il faut Ouais, jouer, je pense qu'il faut du jeu réduit, il faut réduire les espaces, il faut des choses un peu cognitives, mmh, mais ça, c'est dans le jeu, et le jeu, avec ballon, tu vois? ouais. Ouais, non, c'est intéressant comme réflexion. Et moi, j'aimerais savoir, dans le monde pro, toi qui es dans le monde pro depuis longtemps, tu as sûrement rencontré des athlètes qui n'aiment pas la préparation physique, à qui ça ne parle pas. Comment tu fais avec ces gars-là? Est-ce que tu as une approche différente pour arriver Ouais, à faire apprécier la prépa physique? ouais. Déjà, respecter qu'il n'aime pas ça, c'est son droit, Mmh, voilà. Deuxième chose, c'est arriver à, en fait, à lui faire comprendre l'intérêt de ce que tu vas lui faire faire, de ce que tu vas lui proposer et le bénéfice qu'il va en retirer, et y aller par petites étapes. Donc tu vois, par le passé, j'avais des mecs, ils n'aiment pas ça, et 2, ils s'échauffaient jamais. Voilà, parce qu'ils aiment pas ça. Bah, déjà, juste si tu arrives sur ta première étape à lui faire comprendre les bénéfices d'un échauffement, d'une activation, et cetera, sur les choses spécifiques, et le mettre dedans et rentabiliser ça. Et déjà, tu as fait ça, c'est ta première étape. Tu vois? Pareil, c'est juste un exemple. Mais pour moi, il faut déjà, respecter ça, et essayer de lui faire comprendre pourquoi ça a un intérêt pour lui. Parce que c'est mmh, sûr que si tu ne c'est comme à l'école, il y a des gamins, ils travaillent pas à l'école parce qu'ils ont toujours pas compris l'intérêt pour eux. ouais. Sa motivation intrinsèque, quoi. Exactement, c'est la motivation intrinsèque. Mmh, Et après tu respectes, c'est-à-dire que si le mec, effectivement, il aime pas parce que, ça le fait chier de soulever des charges, bah, peut-être que tu vas lui faire faire des trucs, que en isométrie, poids de corps, mais tu vas mmh. arriver à trouver des situations extrêmes à poids de corps où tu vas stimuler ses muscles dans des grandes amplitudes, tu vois? Où tu peux trouver des choses. Ouais, donc adapter, comprendre qu'il aime pas et au final adapter ta PP en fonction de ce que chaque athlète aime Exactement, faire. exactement. En gros, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas arriver, tu vas faire le dictateur et Mmh, tu vas l'obliger? Ça marchera pas, il va pas ouais, adhérer. Ça ne marchera pas. Et le gars, tu crois que tu vas lui dire, «Non, il faut que tu fasses» et qu'il va changer? Non. ouais, Non, c'est comme chez les jeunes de l'éducation, là, c'est juste de la compréhension, il faut qu'ils comprennent l'intérêt. Parce qu'il y a un intérêt. ouais. Ça, on le sait, Ah tout oui, le non, monde le c'est sait, sûr. et il faut qu'on comprenne que c'est pertinent de faire ça. Et est-ce que c'est toi, qui est, à l'Asvel, gros club, équipe de France, gros joueur, NBA, comment on gère l'ego de ces joueurs? Comme on sait que dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup d'ego. Ouais. Est-ce que c'est difficile de gérer ça? Moi, l'ego, c'est pas un problème. C'est pas moi qui, encore ressent le plus le problème. Le problème, des égos, c'est plutôt le coach, parce que Mmh, le coach, lui, il gère ce qu'on appelle les temps de jeu, mmh, et les temps de jeu, c'est la première chose qui va frustrer le joueur, les responsabilités et temps de jeu. L'ego en préparation physique, franchement, c'est pas très grave. Le gars, peut-être qu'il y a des moments, il va te paraître hautain, il va pas trop te parler, il va faire son truc. Moi, ce qui m'intéresse, il peut avoir de l'ego tant qu'il veut, je m'en fiche, c'est l'éthique de travail. mmh. Et c'est dur de s'imposer en tant que prépa physique? Avec des joueurs comme ça? Non. Tu as jamais eu de difficulté à Non, t'imposer? avec des gens qui ont de l'ego, non. Avec des gens qui ont pas l'éthique de travail, oui. Ouais. Parce que là, c'est compliqué. Mais des gens qui ont de l'ego, franchement, et qui ont une éthique de travail, j'ai aucun problème. Mmh. Parce que les mecs, ils sont comme ils ont une conscience élevée d'eux-mêmes, et j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils ont de l'ego. Sinon, ils Ouais, n'existeraient pas dans le milieu, hein. ouais, c'est Ils sûr. seraient ils seraient pas là-haut, donc il faut qu'ils aient confiance, et puis en même temps, les mecs qui ont de l'ego, ils vont adhérer vachement à ton travail parce qu'ils ont l'ego, ils veulent être le meilleur. Donc quand ils viennent travailler, ils viennent Ouais, ils pour veulent, travailler pour être le meilleur. Donc mmh. moi je trouve que c'est positif, tu vois? Ouais. Ah non, c'est Parce clair. que gros ego ne veut pas dire, manque de respect, tu Ouais, vois? Voilà, un gros ego, le mec il pense qu'il est le meilleur du monde, très bien, ouais. ça me dérange pas du Non, tout. c'est même Puis voilà, il veut important. écraser tout le monde, OK, très bien. Ouais.
C'est peut-être plus le coach qui aura des problématiques quand il va vouloir réduire son Oui, temps de jeu ou le mettre dans un autre rôle, où là c'est compliqué. c'est sûr. Mais moi, en tant que préparateur physique, j'ai pas, ça me dérange pas trop. Et on en parlait en off tout à l'heure. Est-ce que pour toi, la préparation physique, hem, est reconnue à sa juste valeur? Mhm. Et à côté, est-ce que les préparateurs physiques le sont aussi? Alors, on va parler en général ou dans le milieu du basket? Pour moi, En général, au sens large. en sens large, ok. Alors, la préparation physique, on en parlait, elle existe maintenant de plus en plus. Donc, on peut imaginer qu'elle est reconnue. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de préparateurs physiques, les gens qui ont plus de préparation physique, on entend parler. Sauf que pour moi, aujourd'hui, le métier n'est toujours pas légiféré. Et si tu prends discipline après discipline, alors là, on peut prendre le basket, il n'y a pas de législation pour protéger les préparateurs physiques avec des minimums salariaux, avec des diplômes minimums, des trucs de recrutement ou même un nombre de préparateurs physiques imposés dans les clubs. Donc ce qui veut dire que cette profession, pour moi, n'est toujours pas reconnue et toujours pas légiférée. Et je te donnais un exemple tout à l'heure. En Euroleague, sur la feuille de match, le préparateur physique, il est écrit comme accompagnant. Donc tu as coach, assistant coach, kiné et accompagnant. Donc ce qui veut dire que tu n'existes pas en fait dans le paysage, dans le paysage. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi le plus dur dans ton métier? Le plus dur, Ouais, je pense que le plus dur, c'est de pas se faire, bouffer, manger par, le contexte, autour de ton club, quand tu travailles dans un club. Ce contexte, dans les clubs professionnels, il est variable en fonction des résultats et de l'instabilité. Bon, on peut en parler, cette année. On s'est fait 2 années consécutives où on est en crise de résultats. C'est très impactant sur ton quotidien, parce que tu perds des matchs, que tu es sous pression, mmh, que tu sais, ton métier, en fait, tu fais pas un métier normal. C'est-à-dire, c'est pas comme, l'instituteur où personne sait ce qu'il fait. Là, tout à l'heure, je sors, je fais 10 pas, je tombe sur mon voisin, il connaît le résultat, il sait qu'on a pris 18 points à Monaco. Il va me dire: «Alors, c'est dur en ce moment, hein?» Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es toujours impacté et toujours là-dedans. Et encore plus sur le contexte d'instabilité où tu sais que dans le sport pro, dans le monde pro, tu pas de résultat, bah, les coachs s'en vont et cetera. Tu as des rumeurs, tu sais pas, il y a de la pression, il y a des enjeux financiers et tout ça te crée un contexte. On a changé 3 fois de coach, enfin, tu vois, qui peut être très, très pénible, si tu sais pas comment l'appréhender et comment le vivre et ça, tu apprends avec, l'expérience. mmh. Et maintenant, l'aspect le plus chouette dans ton métier? Bah, c'est un métier qui est extrêmement passionnant, tu vis des émotions, c'est extrêmement humain parce que tu Mmh. partages des aventures avec des joueurs, avec un staff, bon, en plus, moi, dans mon cas, ce qui est très plaisant, c'est que tu voyages, tu es au plus haut niveau, tu vois des choses quand même vraiment sympas, quoi. Et c'est quoi ton plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, je pense que c'est peut-être alors j'ai vécu, ma première campagne avec l'équipe de France à l'Euro, quelque chose vraiment de formidable, heu, parce on jouait pas très bien, mais on est quand même passé, on est allé jusqu'en finale, donc tu vis des moments incroyables. On est passé par tous les moments au niveau émotionnel, notamment huitième de finale, quart de finale où ça se joue à rien et tu vis des trucs, des ascenseurs émotionnels et surtout j'ai vécu, avec le staff, quelque chose de profondément humain, que j'avais jusque-là rarement vécu, à ce niveau-là. Donc pour te dire, on avait on parlait de routine. Chaque veille de match, on se retrouvait dans une chambre d'hôtel. Tout le staff, donc c'est quasiment, 23-24 personnes, médical, dirigeants, communication, sportifs, préparateurs physiques, tous ensemble pour partager et ouvrir des bonnes bouteilles de vin, une dégustation, un petit apéro et passer un moment convivial ensemble. Honnêtement, j'ai connu ça un petit peu, cet aspect familial, à Dijon, mais on était dans un staff beaucoup plus réduit, c'était 6-7 personnes, tu vois? Donc c'était peut-être un peu plus facile. J'avais jamais vécu ça dans une aventure aussi longue, et j'ai trouvé ça formidable. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, et comme ça a été lié en plus avec des résultats globalement positifs et une médaille d'argent,
c'était quand même quelque chose, c'est quelque chose qu'en tout cas qui moi c'était beau quoi. C'était quelque Mmh. chose, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais après, si je dois sortir un gros souvenir, je pense que le premier titre de champion de France avec l'Asvel, parce que jusque-là, j'avais gagné le titre de champion de France de Pro D2 avec le hand, j'avais eu des résultats un peu dans le tennis, j'avais gagné un trophée des champions avec Dijon à l'époque, mais jamais vraiment de gros titres majeurs aussi significatifs. Et en plus, celui-là, il est inattendu parce que dans la finale, on est mené dans les playoffs, on est mené 2-0 et qu'on retourne le truc et qu'on gagne 3-2 et qu'on gagne chez eux. Et ce premier titre majeur, il est, Mmh. c'est en plus 2 ou 3 mois avant, on perd la finale de la Coupe de France à Bercy, dans des conditions assez incroyables. C'est une équipe qu'on gagne de 40 points le mardi en championnat, on les détruit et la même équipe, nous explose de 15 sur la finale de Coupe de France, 5 jours après. Et donc en gros, tu avais l'impression d'avoir perdu l'occasion de gagner un titre, soit qui est quelque chose de magnifique, qui se représente pas tout le Mmh. temps. Donc quand, quelques mois plus tard, ce titre est venu, ça a été vraiment quelque chose de fort. Donc vraiment ce premier titre, tu vois, que vécu de cette manière-là, il restera un souvenir, très fort. Ouais. Ouais, gagner des titres, ça doit être, Ouais, c'est quelque chose de fort parce que, c'est la conclusion de tout le travail que tu as fait durant l'année ou durant plusieurs saisons, quoi. ouais, exactement, exactement. C'est exactement ça. Donc après, en plus après ça s'est accumulé, et donc mais à chaque fois en fait, c'est quelque chose un peu de nouveau et c'est Mmh. c'est toujours une joie parce que tu le partages avec des joueurs avec qui tu as connu des galères dans la saison aussi, hein, parce que les saisons elles sont comme ça, finalement. Quand tu gagnes un titre, c'est pas là et tu gagnes, non, tu vis des vrais bas, tu as des vrais downs, tu essayes de remonter, des fois c'est dur, tu y crois plus, tu y Mmh. crois et tout, et puis à la fin tu gagnes avec ces joueurs-là, avec ce staff-là, c'est fort quoi. C'est vraiment des émotions fortes, ouais. Mmh. Et maintenant, j'aimerais savoir, selon toi, c'est quoi ta plus grande qualité en tant que prépa physique et peut-être, ton allez, pas ton défaut, mais une chose sur laquelle tu pourrais t'améliorer? Mmh. C'est une bonne question. Ça, tu te lances un peu des fleurs et puis après tu te Non, mais c'est une bonne question parce que ça nécessite beaucoup de recul sur qui tu es et comment tu travailles. Heu, bon, je pense que j'ai acquis beaucoup de connaissances et j'ai une grande expérience, qui est variée, donc ça, je pense que c'est une de mes forces et que je suis, tout le temps dans l'anticipation des choses, le travail, je lâche rien, quoi. Donc je pense que c'est une force. C'est-à-dire que mon investissement, il est continu, quoi. Il est mmh, continu et il est toujours déterminé. C'est tu vois, une vraie détermination quotidienne et cetera, quoi qu'il se passe, dans tous les domaines, je pense. Hem, Après ça a un défaut, c'est qu'émotionnellement, tu t'engages beaucoup dans les choses et que des fois, du coup, tu peux te surinvestir ou peut-être être, un peu trop que ce que tu devrais être. mmh, Donc c'est peut-être ça où il faut que j'arrive à trouver, un peu plus, même si je pense que ça, je l'ai déjà noté dans ma to do list depuis quelque temps et que je m'améliore parce qu'aussi je vieillis, mmh, mine de rien. Donc quand tu vieillis, tu plus non plus le même homme, donc tu vois les choses un petit peu différemment, tu prends certaines choses moins à cœur et tu évolues dans cette chose-là. Je pense que ce serait peut-être ça, si je devais encore, voilà, je pense que je continuerai de m'améliorer en gagnant en connaissances, que je vais encore apprendre des choses dans les années qui viennent, je vais encore avoir des choses différentes, je vais encore avoir des révélations, c'est une évidence. Mais je pense qu'en tant qu'homme, parce que finalement on est homme en tant que préparateur physique, on mmh, est aussi, préparateur physique comme on est, dans la vie, je pense. mmh. C'est gérer peut-être un peu ce côté émotionnel et des fois être capable encore de redescendre un peu plus, mais je pense que déjà j'ai vraiment progressé même sur les 4 dernières années à ce niveau-là, tu vois? Après, c'est vrai que c'est dur dans un métier passion d'arriver à Bien sûr. parce qu'en fait, ça te prend déjà énormément de temps Exactement, et puis des fois quand tu rentres, ben en fait, tu penses à un truc et tu restes encore dans exactement, ton exactement et puis accepter que dans ton corps de métier, dans les gens qui sont autour de toi, tu des gens qui aient de la motivation, mais peut-être pas, à un niveau passionnel comme toi mmh, et ça, c'est des choses que j'ai du mal moi à accepter, mmh, qui me rendent dingue, heu
Et c'est ça que je dois peut-être arriver à, tu vois, à descendre mon curseur. Ouais. C'est le niveau d'exigence que j'ai envers les gens. En fonction de quoi? L'exigence que toi tu mettrais dans ton Ouais, moi, travail, moi il y en a l'exigence, d'autres, ouais, ils en mettent exactement. Moi, aucune. l'exigence que je mets dans mon travail, dans mon investissement, dans mes réflexions, que d'autres, que ça soit au sein du staff, mais aussi les joueurs, Mmh. parce que tu as des joueurs qui ont moins d'investissement Ouais. que des fois toi tu l'as, c'est-à-dire voilà, tu vas avoir des joueurs qui sortent, bah, tu les sens moins investis ou qui s'en foutent un peu, qui trichent. Bah, par le passé, tu vois, j'aurais été très frontal, tu vois, avec ces gars-là. Ça m'est arrivé et c'est pas la bonne solution. Mais c'est arrivé à, voilà, à redescendre ce curseur d'exigence que tu as envers les autres. Ouais, je partage assez ça. Où tu ne comprends pas Mmh. pourquoi un joueur ou Ouais, ne met pas tout en place alors que tu te dis: «Mais si moi j'étais à ta place, ben en fait, voilà. enfin Mais il y a le fait de ne pas comprendre, mmh, ça tu peux ne pas comprendre, mais il y a la réaction que ça engendre. ouais, Quel type de réaction tu as avec ce type de personnes? Et c'est ça où pour moi j'ai eu des réactions qui étaient, pas négatives, mais qui étaient peut-être pas appropriées, c'était mmh, pas les bonnes choses à avoir et au final c'est ça que en tout cas que j'ai changé depuis quelque temps, ça c'est une certitude. Mais ça vient avec l'apaisement un peu personnel, tu vois? ouais. Et avec tous les athlètes que tu as pu rencontrer jusqu'à maintenant, des athlètes de très haut niveau, est-ce que tu remarques des choses, heu, que les très grands athlètes ont tous? Ouais, il y a 2 choses qui me marquent, c'est que les grands athlètes, ils ont toujours une particularité liée à leur enfance et comment le sport a été mis dans leurs mains et comment ils se sont entraînés quand ils étaient petits. C'est-à-dire que tu vas avoir, des conditions particulières où l'enfant va, s'adapter dans ces conditions-là et va développer un super pouvoir. Mmh, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, je te donne un exemple. Quand moi, je regarde beaucoup de reportages à la télé, mais pas les trucs à la con, les trucs assez profonds où tu as des insights, des choses. mmh, Et par exemple, j'en ai plein, j'ai plus le nom du sprinter, mais le sprinter, par exemple, l'enfant te disait qu'il est né dans un endroit où, bon, effectivement, il y avait pas beaucoup de moyens, où le jeu, c'était faire du sport dehors. Et du coup, il faisait beaucoup de coups de corde à sauter avec ses amis, qui avait une pente à côté de chez lui et qui s'amusait à faire de la corde à sauter, dans la pente avec ses potes. Bah, tu vois, ce contexte de vie créé là, a fait que cet enfant, sans le savoir, il a développé des qualités pliométriques et des qualités musculaires incroyables parce qu'il a fait de la corde à sauter en pente. mmh, Le garçon qui est né, à Lyon Centre, dans un grand appartement et qui fait finalement juste du sport basique et cetera, il n'aura pas ces conditions de développement. ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Et j'ai remarqué que là, je te prends un exemple comme ça, mais sur plein d'autres choses, c'est ces choses-là qui ont engendré le développement et le super pouvoir de l'athlète de niveau. Zinedine Zidane, qu'on connaît bien, s'il est devenu qui il est par des gestes techniques inventés et créatifs, c'est pas parce que il s'est bien entraîné dans un centre de formation. Il s'est bien entraîné dans un centre de formation, c'est évident. Il s'est bien pris en charge, ils lui ont appris des choses. Mais c'est pas ça. Mais c'est parce qu'il était joué dans la rue avec des potes, qu'il adorait le foot et qu'il était tout le temps dehors avec ses gars et qu'il driblait, comme il le dit lui, il driblait des bancs et des joueurs, quoi. Et qu'il a inventé, il a eu de la créativité. mmh, Tu vois? C'est pas pour rien si à un moment donné le foot, il y a 10, 15 ans, ils ont commencé à recréer dans les centres de formation des conditions de ce qu'on peut appeler foot de rue. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est sans règles établies où tu laisses un peu plus de créativité, du pouvoir au dribble, aux gestes pas prévus. Alors que si tu le mets dans un terrain lambda, le coach va dire: «Ah, fais pas cette connerie», tu vois? ouais. Et bah, chaque athlète de haut niveau a un peu une histoire particulière, avec ça liée à son enfance. Et tu échanges beaucoup avec, les athlètes? Est-ce que pour toi, on peut être préparateur physique et être ami avec un joueur qu'on a en charge? Oui, ouais. Très dur entre 20 et 33 ans, 34 ans, parce que, tu as forcément, le même âge Mmh, et qu'à un moment donné, cette amitié, ce rapprochement, tu vas le partager aussi sur des trucs un peu trop ouais, extra basket, voilà, les sorties ou autres et ça devient un peu négatif,
Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Par contre, plus tu avances dans l'âge, plus effectivement tu peux te rapprocher de joueurs et tu as un rapport qui est différent. Tu vois, aujourd'hui, tu as des gars, bon moi il m'arrive un accident, je suis immobilisé, il y en a qui m'appellent, qui m'envoient des messages, on s'appelle régulièrement au téléphone, il y en a un qui m'a envoyé un livre. Tu vois, c'est des petites, apports, c'est pas de l'amitié, même si ça en l'est un petit peu, Oui, mais tu vois, c'est un rapport différent du rapport, strictement ouais, préparateur physique athlète, mais c'est un rapport très différent, c'est pas juste sortir en boîte avec le gars, quoi. ouais, C'est partager différentes choses, c'est dans les moments, tu es à l'aéroport et cetera, bah, tu vas parler de choses peut-être un petit peu plus perso, personnelles, ouais. mais tu vas le faire avec de la confiance, avec de la réflexion et en fait une relation d'homme à homme, en fait. Et ça pour moi, au début, c'est pas possible. Parce que tu es Mmh. trop jeune. Tu peux pas avoir ce rapport-là avec les joueurs. OK. Si tu as ce rapport-là, ça va être un rapport un peu plus, alors certaines fois adolescent ou jeune homme, sortir, les filles et ça pour moi, ça c'est négatif. Mmh. Mais c'est lié à l'âge, tu vois? Et donc je pense que plus tu «avances» entre guillemets dans l'âge, plus tu as cet avantage-là où je pense que tu peux créer une relation, plus intéressante avec le joueur, qui ne va pas aller à l'encontre du professionnel, mais qui va être plus homme à homme. Et même avec les jeunes joueurs, aujourd'hui, je peux avoir un rapport différemment avec des jeunes joueurs, qui vont me parler, alors, j'irai pas jusqu'à dire comme un père, hein, attention, mais comme quelqu'un qui est plus âgé, qui a plus de recul et qui vont pouvoir me parler de certaines choses que moi j'apprendrais, différemment que si j'avais, 27 ans, quoi. OK. Écoute, on va finir là-dessus. Merci. Merci. Merci à toi.